Évasion Guinée pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une des titres, prendre des dispositions idoines pour l'accueil du roi du Maroc, Mohamed VI, était à l'ordre du jour au cours de la rencontre ce samedi entre le secrétaire général aux affaires religieuses et les imams des 5 communes de la capitale. Les autres points ont aussi été débattus au cours de cette rencontre. Vous aurez de larges explications dans cette édition. La mer a encore fait des victimes à Kamsar. 10 personnes ont perdu la vie lors du naufrage d'une barque à l'île Kachek. 8 autres personnes sont portées disparues. Les recherches continuent pour trouver d'éventuels survivants. Enfin, après avoir tiré à balles réelles en Ukraine, la police se range désormais aux côtés du peuple. Les manifestants disent contrôler le bâtiment de la présidence à Kiev. Le président Yanukovych, quant à lui, se trouve à Kharkiv, dans l'est du pays. Rencontre ce samedi entre le secrétaire général aux affaires religieuses, les imams des 5 communes de la capitale et les villes environnantes. 3 points étaient à l'ordre du jour. Le principal était la visite du roi marocain Mohamed VI en Guinée. Et l'âge Abdoulaye Djassi a appelé ses religieux à prendre des dispositions idoines pour l'accueil du souverain du royaume chérifien. Marichela Fofana. Le 26 février prochain, la République de Guinée recevra la visite du roi marocain Mohamed VI, une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'offensive diplomatique engagée par le souverain du royaume chérifien, mais aussi pour le renforcement des liens de fraternité et de coopération entre le Maroc et la Guinée. Pour apporter son grain de sel pour la réussite de l'événement, le secrétariat général aux affaires religieuses a convoqué cette rencontre avec les imams des 5 communes de Conakry et les villes environnantes. Quand nous revenons à l'histoire, nous verrons qu'entre Mohamed V, le père, le roi marocain, le père de Alassane II, qui a son fils Mohamed VI aujourd'hui, avait de grandes relations avec le président Ahmed Sékou Touré, la lutte pour l'émancipation de l'Afrique. Donc ça là, la relation, il faut qu'elle soit plus encore renforcée. Surtout le roi aussi a accordé la formation de 500 imams de la République de Guinée au Maroc. Le premier imam de la grande mosquée Faïsal, président du Conseil islamique de Guinée, a, dans son intervention, appelé ses responsables religieux à prendre des dispositions idoines pour l'accueil du roi Mohamed VI. Notre hôte qui doit venir, nous devons tous sortir pour l'accueillir massivement et lui montrer qu'il est chez lui. Au cours de la rencontre, la distinction reçue par la Guinée pour récompenser ses performances durant le Hajj 2013 a été présentée. À présent, une nouvelle usine de farine en Guinée, les moulins de Taïba, a été inaugurée hier vendredi à Dubrika à l'occasion d'une cérémonie organisée pour la circonstance. Elle est réalisée par un groupe d'investisseurs mauritaniens à travers leur structure multinationale africaine AON. La cérémonie a été présidée par le premier ministre-chef du gouvernement comprendu, Abdourahmane Ba. Construite sur 312 hectares, l'usine Les Moulins de Taïba a été inaugurée ce vendredi à Kakbeleng, commune de Dubreka. Elle a été réalisée par un groupe d'opérateurs économiques mauritaniens à travers leur structure multinationale africaine, Aon Abdallah Ould Noueged. L'implantation de cette usine devra renforcer la sécurité alimentaire en Guinée. Notre présence en Guinée se matérialise essentiellement dans le secteur de la pêche à travers la reprise de l'ancien Solipêche, aujourd'hui CIPECO, les finances à travers la Banque nationale de Guinée, BNG, 6, c'est le boulevard Télé-Diallo à Tandre-Valia. L'industrie à travers les moulins de Taïba qui nous regroupent ici aujourd'hui. D'autres domaines d'investissement sont en cours d'étude par notre groupe dans le secteur vitaux en vue de marquer notre engagement et accompagner le développement économique et social de la Guinée. Cette usine a une capacité de production de 200 tonnes de farine par jour et crée une centaine d'emplois directs. Une occasion pour le préfet de Dubreka de plaider pour l'emploi des jeunes de sa commune. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'inauguration de l'usine de farine Les Moulins de Taïba, qui va certainement renforcer les capacités en termes de création d'emplois dans notre préfecture. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons humblement de plaider auprès des industries naissantes la cause des jeunes de Dubreka.
L'usine devra répondre à la demande des consommateurs, estime Madame le ministre de l'Industrie et des PME. Et pour ce faire, Hadia Fatoumata Diallo appelle les travailleurs à la discipline et au bon travail. Cette belle réalisation industrielle revêt, à mon sens, le caractère d'un symbole, celui de l'engagement du secteur privé à répondre efficacement aux profondes mutations économiques. Je voudrais, au nom de mon département, exhorter l'ensemble des futurs travailleurs de cette usine à la discipline, à la rigueur pour lui assurer une meilleure compétitivité avec des produits aux qualités boulangères irréprochables. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Mohamed Saïd Fofana souhaite que cet exemple soit suivi par d'autres investisseurs. Il a ainsi réitéré l'engagement de son gouvernement à améliorer le climat des affaires en Guinée. Je souhaite que cet exemple soit suivi par d'autres pays, particulièrement par les hommes d'affaires guinéens. Je voudrais les rassurer que pour sa part, le gouvernement mettra tout en œuvre pour encourager leur effort d'investissement en Guinée et tenir l'engagement que nous ferons tout pour améliorer le climat de l'investissement dans notre pays. La cérémonie a été également sanctionnée par la visite des installations des moulins de Taïba, une nouvelle usine de fabrique de farine. Politique dans cette édition, le parti L'Union démocratique de Guinée a tenu une assemblée générale ce samedi au domicile du président du parti. La démarche vise à remercier les militants et sympathisants du parti pour les efforts fournis en vue de l'élection de 3 de ses membres, dont un secrétaire parlementaire à l'Assemblée nationale, Manian Koundé. Il s'agit de la première assemblée générale de l'UDG, l'Union démocratique de Guinée, depuis la rentrée parlementaire des 3 députés du parti de l'honorable Mamadou Sylla. Cette assemblée intervient après la restructuration de la direction nationale du parti avec la nomination d'un nouveau secrétaire général et son adjoint, d'un inspecteur régional de Conakry, d'un secrétaire permanent et d'un trésorier. Une occasion pour l'honorable Mamadou Sylla de remercier ses militants pour l'effort fourni aux législatives dernières. On vient devant vous pour venir vous remercier, pour dire que ce que vous avez fait pour nous, c'est grâce à vous. On est arrivé à l'Assemblée nationale. Donc, on vous demande de continuer encore de cela. Le communal, c'est bientôt, et communautaire. Il faut faire tout pour que nous aussi, on peut vous aider. Et on vous dit ici solennellement qu'on fera tout pour que la liste communale de IDG puisse passer partout. Cette assemblée qui s'est tenue au domicile du président du parti a regroupé militants et sympathisants ainsi que les fédérations des 5 communes de Conakry. Ils ont réitéré leur engagement à soutenir l'UDG en vue d'une majorité écrasante aux élections communales et communautaires prochaines. Concernant les élections communales à venir, le choix de notre fédération sera le porte-bonheur à la victoire, non seulement des Bikis, mais aussi les autres communes où le parti entend briguer les mairies. Consciente des efforts fournis par le président Mamadou Sylla en faveur des femmes, la présidente de la Commission nationale des femmes de l'UDG a vanté les mérites du parti et de son président. Vous êtes l'homme qu'il faut pour ce peuple de Guinée, l'homme transparent, l'homme tranquille. Votre parti, c'est un parti de l'unité nationale. Au terme de cette rencontre, il a été annoncé que les militants du parti doivent se réunir tous les samedis au domicile du président pour discuter de tous les problèmes liés au fonctionnement du parti. Dans le même siège, une conférence de presse d'un nouveau parti politique s'est tenue ce samedi à la Maison commune des journalistes. Il s'agit du Parti des Guinéens pour la démocratie, PGD. Objectif, présenter le parti et ses projets au peuple guinéen. Ninoumou Baldé. Un nouveau parti politique, le Parti des Guinéens pour la démocratie, a été présenté ce samedi à la Maison de la presse. Son ambition, un nouveau parti, une nouvelle vision. Notre parti est un parti qui est né en 2008 par l'engagement de plusieurs associations politiques, de plusieurs mouvements politiques et associatifs qui se sont engagés dans la lutte pour un changement qualitatif de comportement profond en République de Guinée. Unité, travail, justice. Parce que pour nous, une nation doit tout d'abord être unie dans la diversité,
Parce que sans unité dans la diversité, aucun pays ne peut atteindre ses objectifs. Travail. Parce que pour nous, une nation, un pays qui ne travaille pas, est un pays qui est appelé à être esclave d'un autre pays. C'est un pays qui est appelé à être parasite de son entourage, de ses voisins. Justice. Parce que pour nous, la justice est le soubassement d'une nation. Une nation où il n'y a pas une justice libre est une nation qui n'encourage pas ses collaborateurs. Le Parti des Guinéens pour la démocratie se dit engagé à promouvoir la démocratie pluraliste et équitable en Guinée. Notre parti est un parti qui s'engage dans l'unification de tous les Guinéens, par sa vocation de rassembler l'ensemble des Guinéens dans une nouvelle dynamique, qui prône le socialisme par son engagement à corriger les tares du capitalisme par la solidarité dans le partage des richesses nationales et de la justice sociale. La Guinée compte aujourd'hui plus de 150 partis politiques. La question que l'on se pose est de savoir quelles sont les marges de manœuvre de ces différents partis pour respecter leur engagement. Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry a fustigé les violations des droits de l'homme enregistrées lors des manifestations pour réclamer l'eau, le courant électrique. Il a fait savoir à travers une déclaration publiée ce samedi. Le CROSC invite aussi les autorités à faire la lumière sur ces dernières manifestations. Reportage Noël Guilavogui rendu par Abdourahmane Ba. Témoin de graves violences liées aux problèmes d'eau et d'électricité, le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry s'insurge contre cet état de fait. Il dénonce le manque de responsabilité des services spécialisés en la matière. La société civile estime que la Guinée n'a plus besoin de manifestations violentes avec des morts d'hommes dans sa marche vers la démocratie. Depuis un certain moment, nous sommes témoins d'une situation dramatique dans la région de Conakry, liés aux problèmes de desserte en eau et électricité. Des morts d'hommes, des cas de blessures, des destructions des biens publics et privés, l'obstruction à la libre circulation des citoyens. Face à cette situation préoccupante, le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry, avec la solidarité du Bureau national et ses pairs de cette région à l'intérieur du pays, regrette l'utilisation abusive de la rue comme moyen d'expression des citoyens et l'usage excessif de la force pour contenir des manifestations publiques. Il invite les autorités à éviter les fausses promesses et les exhorte à faire toute la lumière sur ces événements tragiques. Demande au ministère en charge de l'énergie, à EDG et FEG à mettre tout en œuvre pour communiquer à l'intention des populations sur leurs capacités techniques, matérielles et financières dans le cadre de l'amélioration rapide de la desserte en eau et électricité. Exige des autorités judiciaires, politiques et sécuritaires de faire toute la lumière sur les événements tragiques qui deviennent de plus en plus répétitifs, violentes et coriaces. Invite les services de sécurité d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens en tout lieu et en tout temps, dans le strict respect des droits humains. Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry, avec l'appui du Bureau national, a également présenté ses condoléances aux différentes familles des victimes. Je vous le dis, un titre, naufrage d'une barque à l'île de Kachek à Kamsar hier. 10 personnes ont perdu la vie, 8 autres sont portées disparues. 27 naufragés ont quand même pu être sauvés. Ils suivent des soins intensifs au centre de santé de Kamsar. Les autorités de la localité se sont rendues sur les lieux du drame. Récit que nous relate Moussa Bacheli. C'est aux environs de 16 heures que le comité des débarcadères de Kamsar a été informé de ce naufrage ce vendredi 21 février. Aussitôt, des dispositions urgentes ont été prises pour aller secourir les passagers qui étaient à bord au nombre de 45 personnes et leurs bagages. Cette barque appelée Air Cadien était en partance pour Kamsar et le naufrage a eu lieu entre Numpu et Kachek. Sur les 45 passagers à bord, 10 ont été retrouvés morts, dont 5 femmes et 5 enfants. 27 personnes ont été évacuées, 8 autres
portés disparus. Les corps sont à la morgue de l'hôpital Anaïm de Kamsar et les rescapés sont admis au centre de santé de Kassopo où ils reçoivent des soins intensifs. A précisé que les recherches continuent. Dès l'annonce de cette triste nouvelle, Kamsar était plongé dans une consternation généralisée. La morgue de l'hôpital Anaïm refoulait du monde, comme le centre de santé de Kassopo où 3 femmes blessées ont perdu leur enfant dans ce drame. En tête d'une forte équipe, le préfet de Boké, Elhadji Daouda Bagora, s'est rendu aux cheveux des blessés pour présenter la compassion des autorités et à la morgue pour consoler les nombreuses familles endeuillées. Les naufrages sont régulièrement monnaie courante entre Katchek et Kamsar. C'est selon les informations recueillies sur place, le non-respect de la sécurité en mer, les surcharges de bagages et passagers, le non-port des gilets de sauvetage et le non-respect des conditions de la météo. Les 10 personnes mortes seront enterrées à 17h à Kamsar. Toutes les dispositions sont prises par les autorités locales. Toujours à l'intérieur du pays, c'est hier qu'a pris fin la campagne de sensibilisation contre l'insalubrité dans la ville de Forêt-Karia. Une semaine, les cadres formés par la mission ont mené des sensibilisations dans plusieurs foyers et assaini les places publiques de la commune urbaine Lansana Traoré. Sensibiliser la population de Forêt-Karia sur les dangers des ordures sur la santé des populations et des bétails, c'est l'objectif de la mission baptiste brésilienne installée dans cette préfecture depuis plus de 20 ans. Pour ce faire, la mission a lancé une semaine de campagne de sensibilisation en langue du terroir. Une campagne qui a pris fin vendredi. Elle a été animée par 10 cadres formés à cet effet. Ces agents de l'environnement ont véhiculé des messages sur la propriété et des techniques de gestion des ordures dans plusieurs foyers de la commune urbaine de Forêt-Karia. Ce que je communique comme message au niveau de la population, c'est de les sensibiliser comment ils vont gérer les ordures. Nous remarquons souvent que c'est des caoutchoucs qu'ils utilisent. Alors comment ils vont gérer ces caoutchoucs-là? C'est de les regrouper, celui qui vient avec les caoutchoucs, de les regrouper, de brûler. Parfois, il y a ces caoutchoucs où il y a du sel. Et bon, cette population-là aussi a des animaux. Qui est le sel-là se trouve? Quand ils consomment maintenant, ils auront des problèmes au niveau de leur organisme. Justement, vu le bien fondé de cette campagne de sensibilisation, autorités et citoyens s'en réjouissent. Vraiment, votre venue pour sensibiliser ma population sur l'insalubrité. On a bien aimé, comme si vous nous avez donné de l'argent. Parce que la santé commence par la propriété. La santé, c'est la propriété. L'homme doit vivre avec la santé, mais sans la santé, on ne peut avoir la longue vie, quoi. Alors, pour un bon citoyen qui aime son pays, vous êtes obligé de vous sacrifier, de respecter les principes. La mission baptiste souhaite pérenniser et élargir cette campagne de sensibilisation dans tout le pays. Pour le moment, et je suis très heureuse, je suis très satisfaite. J'espère que cette initiative soit acceptée et continuée, pas seulement par la population de Forêt-Karia, mais aussi par tout le territoire guinéen. Cette campagne de sensibilisation vient s'ajouter à d'autres activités réalisées à Forêt-Karia par cette mission baptiste brésilienne, notamment la formation d'une dizaine de jeunes filles en couture. Retour à Conakry avec la poursuite ce vendredi une série de conférences débats organisées par le Bloc des Amis du Livre à l'occasion des Semaines du Livre à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Elle a regroupé étudiants et cadres de l'institution. Il s'agit d'inciter les étudiants à valoriser les productions littéraires guinéennes. Ici à Gadiakité, reportage. L'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia a accueilli ce vendredi la conférence des Semaines du Livre, initiée par le Bloc des Amis du Livre en partenariat avec la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Objectif reste le même, sensibiliser les étudiants à la lecture et promouvoir les œuvres littéraires guinéennes. L'objectif, les résultats attendus, n'est-ce pas, de les Semaines du Livre guinéen, c'est d'abord la connaissance parfaite des écrivains guinéens par les élèves et étudiants. Et parce on s'est rendu compte que les écrivains guinéens ne sont pas connus du tout. Alors c'est pourquoi toutes ces conférences de ces Semaines du Livre seront animées par les écrivains guinéens pour qu'ils puissent se faire connaître par les élèves et étudiants, mais aussi l'instauration des œuvres guinéennes, n'est-ce pas, dans l'enseignement guinéen, c'est-à-dire dans les classes du collège, du lycée et de l'université. Une démarche appréciée par le recteur de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Mon sentiment est que toute conférence qui se donne dans les amphithéâtres de l'université constitue une contribution inestimable du conférencier à la formation des étudiants.
Et vous avez suivi l'engouement, n'est-ce pas, dont ces jeunes ont fait montre. Ils ont posé des questions très intéressantes et je crois que le ministre a apporté toutes les réponses nécessaires. Donc c'est un plus pour eux d'apprendre dans ce cadre-là. Et je sais que tout conférencier qui viendra ici apportera les mêmes choses à ces jeunes. Présent à cette conférence, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a invité l'État à soutenir cette initiative. L'État doit bourse délier pour venir au secours, quelqu'un disait tout à l'heure, de subventionner le livre. Non, ils n'ont qu'à détaxer. On doit détaxer les entrants qui sont nécessaires pour fabriquer le livre. En fait, que le prix du livre, et que les enfants sachent qu'un pantalon de 300 000 francs, par rapport que vous portez, qui va s'user, et un livre que vous achetez, que vous allez laisser à vos enfants plus tard. Un livre est centenaire. Le pantalon que vous achetez, c'est 1 an. Et après, la mode aidant, votre pantalon est démodé au bout de 3 mois. Donc, il faut donc faire le choix entre l'éternité et ce qui est fugace, ce qui est contingent et qui disparaît tout de suite. Mais tout ça, c'est pour leur propre avenir. En tout cas, demain, ce pays qui est si riche, qui est un scandale géologique et même culturel, s'ils n'apprennent pas, s'ils ne connaissent pas, ceux qui viennent avec leurs milliards de dollars partiront avec. Cette série de conférences autour du livre dans les différentes universités de Conakry va se poursuivre jusqu'au 1er mars prochain. Dans l'actualité sur le continent, précisément en Somalie, le gouvernement assure avoir repris le contrôle de la situation. Le palais présidentiel de Mogadiscio a été visé hier par un attentat qui a fait au moins 5 morts. L'attaque a été revendiquée par les islamistes. Shebab, reportage. La première voiture a heurté l'enceinte du palais présidentiel somalien avant d'exploser. Puis un deuxième véhicule avec à son bord des hommes armés a fait irruption. 9 assaillants ont foncé vers la porte principale du palais présidentiel. Leur objectif était d'attaquer le complexe, mais tous ont été éliminés. Des kamikazes qui, d'après des sources sécuritaires somaliennes, n'ont pas pu entrer dans l'enceinte du palais. Les soldats des forces de sécurité du pays et ceux de l'Union africaine ont riposté. L'attaque a fait plusieurs morts et blessés. Elle a été revendiquée 1 heure plus tard par les islamistes Shebab. Le président Hassan Sheikh Mohamoud est lui sain et sauf. Selon une source gouvernementale, le commando voulait atteindre une mosquée au cœur du complexe où le président a l'habitude de prier le vendredi. Hassan Sheikh Mohamoud a promis de poursuivre la lutte contre ceux qu'il qualifie de groupe marginal en voie d'extinction. Ces dernières semaines, pourtant, la capitale somalienne a été le théâtre de plusieurs attentats perpétrés par les Shebab. Ce groupe, lié à Al-Qaïda, avait été chassé en 2011 de Mogadiscio. Depuis, il continue à mener une campagne de guérilla. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika est candidat à sa propre succession. L'annonce a été faite par son Premier ministre. Au pouvoir depuis 1999, le président algérien bugue un 4e mandat. Reportage. Il ne lui restait qu'une dizaine de jours pour l'annoncer. Abdelaziz Bouteflika a confirmé sa candidature à sa propre succession. Une trentaine de mouvements et formations politiques lui ont déjà apporté leur soutien. Selon ses partisans, il a ramené la paix après une décennie de guerre civile contre les maquis islamistes. Et surtout face à l'agitation politique dans le monde arabe depuis 2011, l'Algérie a réussi à garder une certaine stabilité. En revanche, ses adversaires pointent son âge et son état de santé. À 76 ans, le président a été victime d'un accident vasculaire cérébral en avril dernier et n'a pu reprendre ses fonctions qu'à l'issue d'une longue hospitalisation en France. Il a poursuivi sa convalescence en Algérie et se fait rare sur la scène publique. Depuis, le pays est pratiquement à l'arrêt, notamment l'économie. Au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika brigue donc un 4e mandat. En Algérie, un président peut se présenter autant de fois qu'il le souhaite. C'est Bouteflika lui-même qui avait levé en 2008 la limitation des mandats. C'est le changement en Ukraine. Le président Yanukovych se trouve à Kharkiv dans l'est du pays. Selon sa collaboratrice, le Parlement a voté la libération de l'opposante emprisonnée Tymoshenko. Ces manifestants disent contrôler le bâtiment de la présidence à Kiev et la police se range désormais aux côtés du peuple. En début de semaine, elles avaient tiré à balles réelles sur les manifestants. 80 personnes avaient été tuées. Un calme très précaire. La situation reste instable. Suivez. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ce soit aussi majestueux. C'est génial ici. Et c'est super d'entendre que le président est parti. Il n'a pas osé démissionner et il s'est enfui. Maintenant, on va pouvoir élire un nouveau gouvernement.
qui prendra soin des citoyens, qui prendra soin des enfants et des personnes âgées, et on pourra vivre à l'européenne. La fin de Yanukovych est proche. Ça prendra peut-être encore un jour ou deux, peut-être même une semaine, mais ça viendra. Des manifestants qui se trouvent donc devant la résidence du président dont les jours semblent comptés. L'ancien chef de la révolution orange a été condamné en 2011 à 7 ans de prison pour abus de pouvoir. Le Parlement a voté aujourd'hui sa libération. Reportage. La place de l'indépendance à Kiev, les drapeaux et les posters de Yulia Tymoshenko. L'ex-première ministre ukrainienne n'est pas sur le podium ce jour de décembre 2013. Emprisonnée depuis 2011, c'est sa fille qui lit son message aux manifestants. N'abandonnez pas. Ne faites pas machine arrière. Ne négociez pas avec un pouvoir qui a le sang de nos enfants sur ses mains. C'est sur cette même place de l'indépendance que le monde découvre Yulia Tymoshenko en 2004. À l'époque déjà, le camp pro-occidental s'oppose à Viktor Yanukovych. Pour ses détracteurs, la riche femme d'affaires ne s'est reconvertie dans la politique que pour échapper à la justice. Après la révolution orange, Viktor Yushchenko, devenu président, la nomme à la tête du gouvernement en 2004. Malgré des relations tendues, elle retrouve le même poste 3 ans plus tard. Mais en 2010, son rival Viktor Yanukovych remporte l'élection présidentielle. L'année suivante, Tymoshenko est accusée d'avoir signé des accords gaziers préjudiciables pour l'Ukraine et est condamnée à 7 ans de prison. Ce verdict ne m'arrêtera pas. Nous allons nous battre pour défendre mon nom et prouver mon innocence. Défendue par l'Europe et les États-Unis, Tymoshenko encourage le soulèvement populaire ukrainien de sa cellule. Loin de se décourager en prison, elle semble préparer de nouveaux combats qu'elle pourrait mener dès sa sortie de prison. Mesdames et messieurs, voilà comment prend fin cette édition d'information. Merci de l'attention. Excellente suite de programme à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à nos téléspectateurs du Bénin.